Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre cet après-midi dans cette salle André Michelin à Centrale Supélec pour le Paris-Saclay Summit. Si vous êtes passionné par la science, je crois que clairement vous êtes au bon endroit. On va parler de maternité hors norme à présent. La médecine permet aujourd'hui des grossesses autrefois impossibles, greffe d'utérus, prématurité extrême, développement de l'utérus artificiel, des avancées scientifiques mais aussi éthiques majeures. On va faire le point sur ces sujets avec l'un des plus grands spécialistes en France. C'est le professeur Jean-Marc Ayoubi, gynécologue obstétricien, professeur des universités, praticien hospitalier et vice-doyen de la faculté de médecine Simone Veil, Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Cet entretien sera mené par Anne Jean-Blanc, journaliste au Point. Je vous laisse la parole. Bon entretien à tous les deux. Merci. Alors, professeur Ayoubi, oui, avec le micro, c'est mieux. Excusez-moi. Ah, micro. Professeur Ayoubi, c'est vous qui avez pratiqué avec votre équipe la première greffe d'utérus en France. C'était à l'hôpital Foch de Suresnes le 31 mars 2019 chez une femme née sans cet organe. Elle a eu un premier enfant en février 2021 et un autre en février 2023. C'est quand même magnifique. Alors depuis la première intervention de ce type qui a été réalisée en Suède en 2014, une centaine de femmes à peu près dans le monde en auraient bénéficié. Mais avant de revenir sur cette prouesse, vous vouliez absolument qu'on aborde un sujet qui vous tient à cœur, qui est l'infertilité d'une façon générale. En France, vous le savez sans doute tous, le nombre de décès a dépassé celui de naissance. Où on en est, quelles sont les proportions de l'infertilité masculine et féminine aujourd'hui dans notre pays ? Alors, merci beaucoup Anne pour cette introduction. Merci à Madame Gomez aussi. Merci au Point et à la région d'organiser cette rencontre scientifique qui est formidable, dynamique et fait plaisir. Vraiment fait chaud au cœur. Donc, pour répondre à votre question, vous êtes parti de la transplantation utérine vers l'infertilité. Vous avez très bien fait, car ma spécialité, c'est la prévention de la fertilité et éventuellement, quand il y a une infertilité, la traiter. Et cette infertilité est devenue, dans le monde occidental, en Europe et ailleurs, un vrai problème de santé publique, car on sait aujourd'hui qu'un couple sur 4, un couple sur 5 aura à un moment ou à un autre affaire à une prise en charge de l'infertilité, quelle que soit la technique et la cause de l'infertilité. Et donc, cette infertilité concerne énormément de personnes. En France, ça concerne entre 3 et 4 millions de personnes qui ont quand même un parcours plus ou moins long. On sait que c'est un problème de santé publique et on déploie énormément d'efforts et de moyens pour prendre en charge cette infertilité. Et dans le cadre de la prise en charge de cette infertilité, quand on regarde les causes, elles sont, on va dire, égalité-parité, 50% infertilité masculine, 50% féminine, comme ça il y a égalité. Et parmi les infertilités d'origine féminine, il y a plusieurs causes, tubaires, ovariennes, hormonales, etc., etc. Et plusieurs causes, dont une qui est utérine, qui commence par un fibrome et qui se termine par l'absence d'utérus. Chez une femme qui a tout normal par ailleurs, ce sont des femmes qu'on appelle porteuses d'un syndrome MRKH, qui est le nom de personnes qui ont découvert ce syndrome. Une naissance sur 4500 par an, et ces femmes n'ont pas d'utérus. L'utérus n'est pas un organe vital, mais il n'y a pas de vie sans utérus. Et donc, on a toujours dit à ces femmes, jamais vous ne pourrez avoir une grossesse, il faut oublier cette idée. Et c'est cette particularité, cette cause d'infertilité sur laquelle on a voulu travailler, car ce n'est pas simplement les patientes qui naissent sans utérus qui sont concernées, mais aussi celles qui ont un cancer gynécologique à un âge jeune, à qui on enlève l'utérus. D'ailleurs, la première transplantation utérine au monde a été réalisée chez une femme qui a été traitée d'un cancer du col de l'utérus à un âge jeune, et ensuite les patientes qui perdent leur utérus lors d'une hémorragie. Donc il y a énormément de causes, et nous avons travaillé sur ces causes-là. Nous avons mené un projet de recherche à partir de 2006 pour aboutir en 2019, pas parce qu'on est lent,
mais parce qu'il y a un cadre éthique en France qui fait que on a mis 10 ans pour avoir toutes les autorisations, quand nos collègues suédois qui travaillaient avec nous sur le même projet avaient eu les autorisations en 6 mois. Je ne critique pas, nous avons besoin de ce cadre éthique, mais quelquefois on peut simplifier certaines démarches. Alors globalement, c'est né dans l'esprit donc de chirurgiens qui ont dit on sait à peu près greffer tous les organes. Pourquoi pas l'utérus? C'est parti comme ça? Et quelle est la spécificité de cette greffe? Alors, la spécificité de cette greffe, moi j'arrive comme chef de service à l'hôpital Foch, professeur à l'UVSQ Paris-Saclay, et je trouve un hôpital qui a un environnement excellent pour toutes les transplantations, car c'est l'hôpital où on a transplanté le premier rein à partir d'un donneur vivant, il y a plus de 50 ans. On avait fêté le 50e anniversaire, où on a invité la mère qui a donné son rein à son enfant il y a 50 ans. C'était la première en France. Après, c'est le premier centre de transplantation pulmonaire. Donc il y a un environnement. Et on a dit, mais il y a, pour ne rien vous cacher, c'était parti d'une constatation où on avait certaines patientes qui étaient malheureuses et dans la souffrance d'avoir un utérus, et en même temps, vous avez des femmes que vous traitez qui sont malheureuses et dans la souffrance parce qu'il manque un utérus. Et on a dit, mais enfin, il y a quelque chose, il y a une injustice qu'il faut essayer de corriger. Et grâce à l'environnement de cet hôpital, sur le plan, parce que ça, enfin, la transplantation nécessite plusieurs équipes, c'est multidisciplinaire, de la radiologie à la réanimation, à l'anesthésie, à la médecine interne, à l'immunothérapie, au rejet de greffe, etc. Donc vous bénéficiez de cet environnement, et on est parti dans ce projet que des bénévoles. Il y avait une vingtaine de chercheurs avec moi, et on a mis 15 ans pour aboutir, et pour dire à cette patiente à qui on a toujours dit que c'était impossible, ben non, c'est réalisable. Et on a coopéré au niveau mondial, vous avez dit qu'il y a une centaine, il y a 150 patientes déjà dans le monde qui ont été transplantées d'utérus, il y a 30 équipes qui travaillent dans le monde, 6 équipes américaines, et nous sommes pour l'instant la seule équipe en France qui travaille sur ce sujet, mais au niveau mondial, on est quand même parmi les 5 premières équipes mondiales qui travaillent sur le sujet. Il y a plus de 60 naissances, et ce projet aujourd'hui vise à améliorer la technique, à la rendre un peu plus facile. Alors, première question sur les donneuses. Qui sont les donneuses d'utérus? Alors, tout dépend le protocole de recherche. Certains hôpitaux, certaines équipes choisissent les patientes, comme pour toute greffe, les donneuses en état de mort cérébrale. On donne le cœur, on donne le poumon, on donne les reins, et on enlève l'utérus pour le transplanter. Ça, c'est pratiquement plus simple, mais un peu plus compliqué à organiser. En revanche, nous avons choisi le protocole des donneuses vivantes. Ce sont des donneuses apparentées, soit de la famille, soit des amis. C'est souvent les mères? Pardon? C'est souvent des mères qui donnent pour leurs filles? Alors, pour nous, c'était 3 fois la mère et 1 fois la sœur. Mais il y a des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. Il faut qu'il y ait vraiment, ça passe devant des comités indépendants pour voir qu'il n'y a pas de chantage financier, moral, psychologique, etc. Et donc c'est vraiment bien fait, parce qu'on nous a, comment dirais-je, mis un cadre éthique avec le comité des protections de personnes, le comité national d'éthique, etc. Donc c'est fait dans un cadre particulier. Quand on commence, on inclut une patiente, elle va attendre pratiquement 1 an pour faire toutes les étapes, pour arriver. Et donc, c'est la mère ou la sœur ou l'ami. Il y a une compatibilité au niveau du groupe sanguin, il y a une compatibilité au niveau immunologique, et il faut que la femme qui donne son utérus donne un organe sain, qu'il n'y a pas de lésions péricancéreuses, il n'y a pas d'anomalie, parce que le but, ce n'est pas la transplantation, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la prouesse, c'est permettre à cette patiente d'avoir un projet de grossesse. Il faut que ce soit une femme qui a déjà eu des enfants et qui ne soit pas trop âgée. Il y a des critères comme ça? C'est le protocole. On a 150 critères. Exclusion. L'âge, c'est 25-40 ans. Pour la patiente donneuse, pour la patiente donneuse, au-delà de 40 ans. Oui. Au-delà de 40 ans. Et puis, 2 grossesses,
pas de césarienne, pas de tabac, pas de pathologie, pas de maladie, donc tous les critères d'exclusion. Et puis après, une fois qu'on a tous les critères qui sont bons, on va commencer à faire des examens pour voir si ça peut marcher ou pas, histoire de faire prendre le moins de risques possible et puis le plus de probabilité que ça marche et que ça fonctionne. Et alors, ces deux interventions qui se passent en parallèle, le retrait de l'utérus et la greffe de l'utérus, est-ce que c'est très compliqué de greffer cet organe? C'est le prélèvement de l'utérus qui est compliqué parce que vous avez des vaisseaux qui ont un diamètre de l'ordre de 1 mm et qui sont assez, on va dire, assez courts. Et on voudrait quand même de la longueur pour faire la transplantation de ces vaisseaux sur les vaisseaux de la receveuse. Donc il faut les prendre intacts. Et donc toute l'intervention consiste à faire un travail minutieux autour de ces vaisseaux pour les ramener avec l'utérus pour les transplanter. Vous savez que toute transplantation consiste à brancher une artère, une veine, c'est-à-dire l'irrigation et le retour veineux. Redonner la vie, oui. C'est la vie. Et ensuite, le canal fonctionnel, c'est-à-dire pour le rein, c'est l'urtère qui va dans la vessie, pour l'utérus, c'est le col qui va dans le vagin, etc. etc. Donc il y a trois mais pour l'utérus, on a plusieurs anastomoses parce qu'il y a 2 vaisseaux de chaque côté. Il y a l'artère gauche, l'artère droite, et veine gauche, veine droite, et ensuite l'anastomose. Donc c'est une intervention assez complexe. Nous avons trouvé cette solution de faire l'intervention un dimanche pour avoir le bloc opératoire que pour nous, 2 blocs opératoires, 3 équipes anesthésie, 4 équipes chirurgicales, et puis on fait le prélèvement dans une salle. Une fois que le prélèvement est fait, on n'attend pas la fin de l'intervention. L'autre équipe commence la transplantation dans la salle d'à côté, et comme ça, on gagne un peu de temps. Mais la première intervention, enfin la totalité de 2 interventions, nous avons mis 20 heures la première fois. 20 heures entre le début du prélèvement 7 heures du matin, 1 heure du matin. Ah ouais, oui, ça fait un joli dimanche quand même. Voilà. Hein. Et après, donc, alors bon, évidemment, la patiente greffée, elle a un traitement anti-rejet, mais qui sont maintenant quand même plutôt bien maîtrisés. Est-ce que quand elle accouche, après, elle accouche par césarienne ou est-ce que accoucher par Toutes les patientes qui ont accouché par césarienne, parce qu'on ne prend pas les risques de les faire éclater les cicatrices qui ont été faites au niveau de l'utérus. Donc toutes mais rien n'empêche qu'elle peut accoucher normalement. Enfin, on ne va pas attendre sous immunosuppresseur. Est-ce qu'elle va se mettre en travail? C'est pas le but. Donc dans le monde, toutes les femmes ont accouché par césarienne? Pour l'instant, oui. Oui. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette première patiente avec ses 2 bébés, juste quelques mots? Alors cette première patiente nous a beaucoup aidé. Je suis vraiment, on va dire, on a une chance inouïe parce que c'est une patiente extraordinaire, adorable, et qui est une championne. C'est la championne de France de natation synchronisée et qui avait l'esprit, parce que c'est un parcours. Et ce parcours, il faut quand même supporter toutes les émotions. À tout moment, on peut dire bah, c'est trop tard, on ne peut pas faire parce que. Et elle a été formidable, vraiment formidable. Une fille, elle s'est donnée à toutes les interviews, télé, radio, presse. Mais ça, c'est pour, on va dire, la visibilité. Mais elle s'est donnée à toutes les demandes des autres patientes. C'est-à-dire, elle fait de l'information et elle explique, elle connaît par cœur le parcours et donc elle nous a énormément aidés. Elle s'appelle Déborah, je crois qu'elle est toute sur toutes les partout sur le net. Et elle a une fille qui s'appelle Micha, la première, et la deuxième Maxine, 2 magnifiques bébés. Elle a ensuite 6 mois après la 2e césarienne, elle voulait plus d'enfants et donc on a enlevé l'utérus. Pour lui éviter un traitement immunosuppresseur à vie inutile. Parce qu'encore une fois, la transplantation, elle n'est pas vitale. Elle est uniquement réalisée dans le but de permettre la vie et de transmettre la vie. Oui, c'est une sœur magnifique. Vous avez combien de patientes, si ce n'est pas un secret d'État, qui sont actuellement soit en attente de greffe, soit en attente de bébé? On a fait 4 greffes qui ont 4, je touche du bois, fonctionné parce qu'on est assez très rigoureux sur les critères.
Et donc, on essaie de minimiser les risques. Donc, on a 4 transplantations. Les 2 premières ont déjà accouché. Et puis, les 2 autres, on va commencer les transferts d'embryons bientôt. Et puis, il y a 3 patientes qui sont en cours d'évaluation pour d'autres transplantations. Et c'est donc évidemment pour l'instant encore expérimental. Est-ce qu'il y a d'autres centres en France? Vous dites pour l'instant vous êtes le seul, mais est-ce qu'il y a d'autres centres qui vont bientôt pouvoir proposer ça aussi aux femmes? Je pense qu'il y a le CHU de Rennes qui a un bon projet, mais sur le patiente en état de mort cérébrale. Et il y avait l'équipe de Lyon aussi qui s'apprêtait à se lancer dans ce projet. C'est un projet qui nécessite quand même beaucoup de moyens humains et des volontaires, parce qu'il faut rester mobilisé pour les patientes. C'est des équipes qui sont des équipes bénévoles, qui font autre chose, qui font leur métier. Moi, je fais mon métier de chef de service, de spécialiste de l'infertilité, de chirurgien et de professeur à la faculté, mais on a fait ce projet avec une vingtaine de chercheurs avec moi, que je remercie toujours, parce qu'ils étaient vraiment des gens motivés, qui ne comptaient pas leur temps. Je donne un exemple simple, parce qu'aujourd'hui, en France, on manque d'infirmières des blocs opératoires diplômés. On en manque partout, dans les hôpitaux. Et quand on a lancé un appel à candidature pour dire, parmi nos IBOD, un dimanche, qui peut venir nous aider? On avait besoin de 4 IBOD pour les IBOD, c'est les infirmières de bloc. IBOD, infirmières de blocs opératoires diplômés. Ben, il y a eu 3 fois plus de candidats bénévoles. Oui. Et ça fait chaud au cœur. Oui, bien sûr. Mais quand on en sait qu'on en manque partout, qu'elles sont surmenées, etc., et que tout d'un coup, vous avez 6 ou 7 IBOD qui viennent dire « nous sommes là », et qui restent du matin, jusqu'au lendemain matin, ça fait plaisir. Et moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, ce dévouement envers les patientes. Je suis très, très, très sensible. Alors maintenant, je vais vous emmener vers une médecine totalement inhumanisée, inhumaine peut-être même pour certains. On va aller dans un avenir qui existera ou pas. Est-ce qu'on peut voir une vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Alors ça c'est d'un bébé plastique. Jean-Marc Ayoubi, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait rêver? Pas du tout. Est-ce que ça vous fait cauchemarder? Pas du tout. C'est la science, on est là pour la science, on est là pour la médecine, et on est là pour les progrès. Mais le but, ce n'est pas de prouesse ou de faire de la science-fiction, ou de faire des choses extraordinaires. Science-fiction, on va mettre la belle photo aussi pour la science-fiction. On est là pour accompagner la nature et voir comment la nature fonctionne, parce que c'est fabuleux. Et les images qu'on voit, qu'est-ce que c'est? En fait, aujourd'hui, on sait qu'un enfant... moi, quand j'ai commencé médecine, pour ne rien vous cacher, je commençais comme pédiatre. Donc, je fais un an de spécialité comme pédiatre. Et au bout d'un an de spécialité, je dis non, je vais faire autre chose. Je repassais le concours d'internat pour faire autre chose. Donc, je suis resté quand même autour du bébé. C'était dans les années 88-89. Les bébés qui naissaient avant 32 semaines, on ne s'en occupait pas. C'était trop tard. On ne pouvait pas. C'était pas réanimable. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des bébés qui sont réanimés à partir de 22 semaines. 22 semaines, 32 semaines, c'est-à-dire qu'on a gagné 10 semaines de vie. Ces enfants-là, ils étaient perdus. Mais la prouesse, ce n'est pas de dire il y a un enfant qui a été réanimé à partir de 22 semaines. Si on ne peut pas... Le bébé, le meilleur endroit pour le bébé, c'est l'utérus de sa mère. Pas que sur le plan psychologique, pas que sur le plan génétique, épigénétique, etc. Mais c'est le meilleur endroit, il n'y a pas mieux. Et tout ce qu'on fait autour, on essaye de pallier quand l'utérus n'en veut plus. On essaye de pallier, on fait de la réanimation, on branche ces bébés, on les réanime, mais c'est extrêmement difficile et au prix des séquelles assez importantes, parce qu'un bébé qui naît à 22 semaines et qu'on prend en charge, ou 23, ou 24, ou 25, il a 25 semaines par exemple, il a 50% de chances de survie, et parmi les survivants, 50% de survie sans handicap. Oui, donc ce n'est pas le but. En revanche, on ne peut pas laisser
mourir ces bébés en disant bah, écoutez, ils sont âgés de moins de 32 semaines. Aujourd'hui, quand il naît à 29 semaines ou 28 semaines, voilà, c'est presque trop âgé. Quoi. Enfin, c'est dire, là, c'est bon, on est bien. Si on a mis des corticoïdes avant, etc. C'est faire la différence entre la prouesse à tout prix et en fait, comment on fait pour améliorer quand la nature n'en veut plus. Quand la nature ne fait pas le développement d'un utérus chez une femme qui a tout par ailleurs normal, bah on essaie de dire bah, comment on peut faire pour compléter ce que la nature a omis de faire. Un bébé artificiel, c'est pas le but. Et de toute façon, utérus artificiel, c'est un mot qui sonne faux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur on dira on va dire pas l'utérus artificiel, mais un utérus qui serait naturel et pas artificielle, mais à partir des cellules souches, parce que vous savez bien que les cellules souches sont indifférenciées, qu'on peut aujourd'hui influencer la différenciation des cellules dans un sens ou dans l'autre. Vous savez qu'il y a des cellules qui ont été influencées dans le sens du tissu cardiaque et qui ont été injectées à la place d'un infarctus qui a détruit le muscle cardiaque. Donc il y a dans tous les domaines, les domaines brûlés, la dermatologie, donc les cellules souches, c'est un domaine immense. Et il y a des équipes qui travaillent, mais on fait partie de ces équipes aussi, qui travaillent sur la différenciation de la cellule indifférenciée, de la cellule souche, pour l'amener dans le sens de l'endomètre ou dans le sens de l'utérus. Ce ne sont pas des utérus artificiels. L'équipe suédoise, on travaille avec l'équipe suédoise, bon, je ne veux pas divulguer des secrets scientifiques, mais on travaille sur des projets de créer, de faire développer un utérus à partir de cellules souches. Chez la même patiente, à partir de ses propres cellules souches. Et c'est pas un micro-ondes dans lequel on pose un embryon branché. Enfin, c'est bon. Après, on peut tout imaginer, bien tout sûr, faire. Le reste, vous pouvez passer dans des services de réanimation néonatale. Il y en a en France, d'excellents. C'est quand même qui sont branchés, des bébés qui sont branchés, qui vont rester branchés 2 mois, avec les risques d'infection, avec les risques de complications, c'est pas le but en soi. Oui, la couveuse, c'est une technologie qui permet à des enfants de s'en sortir le mieux ou le moins mal possible en fonction de leur arrivée, mais c'est effectivement pas, c'est pas votre but, c'est pas votre envie. Absolument pas. Oui. Absolument pas, et ça me fait pas rêver. Ce qui me fait rêver, c'est aboutir à une grossesse normale, et quand l'accouchement se fait prématurément pour des causes multiples et variées, et que la patiente accouche à 27 semaines ou à 28 semaines, mais faire en sorte pour que les bébés arrivent à maturité dans les meilleures conditions possibles, et faire tout pour permettre à ce bébé de retrouver la normalité. C'est ça notre but. Ma dernière question, ça prend du temps de construire un organe à partir de cellules souches. On voit par exemple pour ces malheureux brûlés, comment refaire une peau prend beaucoup de temps. C'est un organe assez important, un utérus. En théorie, ça peut prendre combien de temps de faire, entre guillemets, pousser un utérus? Mais je vous dirai quand on aura trouvé les résultats. Alors il faudra revenir. Et vous revenez l'an prochain pour nous en parler. C'est bien sûr c'est difficile, mais la recherche est toujours difficile. Mais vous ne savez pas à quel moment vous arrivez à trouver le mécanisme, le process, l'astuce pour faire aboutir les choses plus vite, etc. C'est comme pour la greffe. Quand on a commencé la greffe, je vous assure qu'on n'était pas sûr d'y arriver. On n'était pas sûr d'y arriver parce que c'était quelque chose. Bon, on est arrivé chez la souris, on est arrivé chez la brebis, puis et chez la souris, ça doit être petit à greffer un utérus. Absolument. Et puis, mais ça marchait. On dit donc ça marche. Et donc nous, avant de passer à l'humain, nous avons fait à l'UNRWA une 60aine de transplantations chez la brebis. Et maintenant, nous allons passer aux questions. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à tous les deux. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci professeur Ayoubi. On a une petite question devant. Est-ce qu'on peut apporter un micro, s'il vous plaît? Oh non, gardez le vôtre parce que vous allez devoir lui répondre, professeur. Oui, vous inquiétez pas, on est équipé dans la salle. Je vais gagner le temps. C'est très gentil. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre très intéressante présentation. J'avais cette question peut-être un peu sensible. Quid de la greffe d'utérus pour les personnes trans, en l'occurrence les femmes trans? Écoutez, j'adore cette question parce qu'on me la pose à chaque fois, donc je suis la réponse elle est rodée maintenant, donc c'est bon.
Non, je me souviens très très bien le jour de la naissance de Micha. J'étais invité à une émission qui s'appelait C'est dans l'air, très sympathique. Hein. Et on m'a posé cette question. Et j'avais répondu à l'époque, comme je savais pas, j'étais pas préparé à la question, pas comme aujourd'hui. Je dis, moi j'ai fait de la science, je fais pas de la science-fiction. Un. Deux, sur le plan technique, c'est tout à fait possible. Vous pouvez, sur le plan technique, chirurgical, greffer le pied d'un cochon sur la tête d'un humain. Il suffit de brancher l'artère et la veine et ça marche. Donc ça, c'est pas, sur le plan technique, c'est pas difficile. En revanche, quel est l'intérêt pour faire quoi? Moi, je n'ai pas fait 15 ans de recherche avec 20 rechercheurs on va faire une transplantation chez un trans ou chez un homme, pourquoi trans ou pas. D'abord, c'est pas ses ovocytes, il faut aller lui chercher les ovocytes d'une donneuse. Et puis, il faut les traiter hormonalement, lui mettre des estrogènes, de la progestérone, etc., etc. Donc, en fait, tout est artificiel, mais le mot artificiel, c'est au sens large du terme, rien de naturel. Moi, quand j'ai transplanté l'utérus de la mère de cette première patiente, c'était un utérus ménopausé. Qu'est-ce que ça veut dire un utérus ménopausé? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'endomètre à l'intérieur. Dès qu'on a posé l'utérus dans son environnement hormonal normal de la femme en question, parce qu'elle a au bout d'une semaine, l'endomètre il a poussé sans aucun traitement hormonal. Et elle a eu la première règle de sa vie, 25 jours après. Et puis un cycle normal pendant 1 an. Donc il y a, artificiel, on peut toujours aller dans l'artificiel, mais commençons d'abord pour faire face aux défauts de la nature, pour essayer de les corriger, avant d'aller se lancer dans des choses qui sont sur le plan technique, encore une fois, possibles, hein, si ça répond à votre question. Mais techniquement, oui, je peux avoir un bébé. Oui, c'est pas. Vous savez, un bébé, il a besoin d'un utérus et que l'utérus soit irrigué, fonctionnel, etc., etc. Sur le plan théorique, oui. Personnellement, je peux vous assurer que personnellement, je peux être critiqué sur cette position. Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas de recherche pour aller dans ce sens-là. Point barre. On a une question là-haut. Allez-y, je vous en prie. Merci, docteur, pour votre présentation. Je voulais savoir, est-ce que derrière la grossesse se fait par fécondation in vitro ou est-ce que cet utérus peut fonctionner normalement, je vais dire. Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a des réactions, des risques psychologiques derrière cette femme qui reçoit un utérus? Est-ce que les enfants qu'elle a derrière, est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce qu'il y a un traitement psychologique à suivre? Très très bonne question, madame. Je vous remercie pour les questions. La première question, très intéressante. C'est tout à fait possible qu'elle soit enceinte spontanément et naturellement. La seule chose, c'est que nous, avant de faire la transplantation, on enlève les trompes. Pourquoi on enlève les trompes? Parce qu'il y a un risque de nécrose de ces trompes, donc on diminue les risques des complications. Et deuxièmement, on ne va pas attendre la nature sous immunosuppresseurs. 1 an, 2 ans, 3 ans, et si ça ne marche pas, on va passer à la vitro. Donc on y va straight away, direct. Et pour la deuxième question, il y a un suivi psychologique concomitant et de la receveuse et de la donneuse. Je peux vous assurer que sur les 4 patientes que nous avons transplantées, ça s'est super bien passé parce que ce n'est pas toujours évident. Par exemple, pour Déborah, naître, on va dire, ou plutôt pour sa fille, naître dans l'utérus où sa mère est née. Enfin, donc on peut toujours... mais nous avons une psychologue qui est... il y a un entretien psychologique, un suivi psychologique pendant 5 ans ou 6 ans, pour les 2. Merci beaucoup. Merci, professeur Ayoubi. C'était passionnant. Merci à tous pour vos questions et votre attention. C'était très éclairant. Allez, on va partir sur un autre sujet. On va aller dans notre cerveau juste après une toute petite pause. On va parler des nouvelles armes pour soigner notamment les TOC. À tout de suite.